Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne tous les jours dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui vous aide également à décrypter les actualités du secteur. Une émission donc tous les jours, je le disais, à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les lundis avec les clés de l'IMO, où nous nous intéresserons aux transformations auxquelles doivent faire face les grands groupes immobiliers afin de rester en phase avec les nouveaux usages des épargnants ou des investisseurs. Pour cette raison, nous aurons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Franck Chartier, président de Emeria Technologies, qui a mené la transformation d'Emeria, qui exploite notamment la marque Foncia en France. Comment l'activité syndic d'Emeria ou de Foncia, mais aussi l'activité gestion locative s'adapte-t-elle aux nouveaux usages? Réponse dans un instant. Et puis dans Enjeux Patrimoine, nous nous intéresserons ensuite au crédit immobilier, avec pour question centrale celle de son coût. Combien vous coûte votre crédit immobilier? Quelles sont les composantes de son coût et que se passe-t-il si le crédit ne va pas jusqu'à son terme, si on procède à un remboursement anticipé? Autant de questions auxquelles nous répondrons avec Bertrand Cosarolo, directeur commercial et marketing de la banque de détail en France chez Société Générale, mais aussi avec Sandrine Allonnier, directrice des études de vousfinancer.com. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Et on commence donc avec les clés de l'IMO, le rendez-vous immobilier de Smart Patrimoine tous les lundis. Et aujourd'hui, on s'intéresse donc aux nouveaux usages des épargnants en matière d'immobilier. Et pour cela, rien de tel que d'échanger avec un professionnel du secteur qui a mené de front la transformation d'un grand groupe immobilier. Nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Franck Chartier, président d'Emeria Technologies. Bonjour Franck Chartier. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors déjà, pour resituer pour les gens qui nous écoutent, Emeria Technologies, c'est une filiale du groupe Emeria, enfin d'Emeria d'ailleurs, de l'entreprise Emeria, qui est le nouveau nom en fait de Foncia, qui exploite Foncia en France pour le coup. C'est le nouveau nom de Groupe Foncia, qui est la holding de Foncia, donc qui détient Foncia en France, un certain nombre donc, enfin dans certains pays européens comme l'Allemagne, comme la Suisse, Luxembourg, Belgique, Pays-Bas, des filiales effectivement aussi d'immobilier, et qui détient en France des filiales aussi spécialisées dans les diagnostics techniques, dans les états des lieux, dans l'assurance, mais toujours autour du domaine de l'immobilier. Donc voilà, ça marque un peu la dimension multimétier. Nouveau nom qui date du 1er janvier 2022 pour le coup, c'est tout récent. 1er janvier. Bon, donc maintenant on parle d'Emeria et donc d'Emeria Technologies, et ce groupe pour le coup a amorcé une grande transformation numérique interne il y a quelques années. Alors je dis interne parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on voit de l'extérieur, vous communiquez pas forcément sur des nouveaux services digitaux ou autres, mais il y a une grande transformation qui s'est amorcée il y a quelques années. Quel était le constat de départ? Pourquoi est-ce qu'il fallait transformer en interne le groupe? La vraie volonté, d'abord, c'est de se dire on veut améliorer la qualité de service vis-à-vis de nos clients. Alors, vous savez que l'immobilier, c'est un métier qui est extrêmement réglementé, qui est extrêmement complexe. Il y a aussi beaucoup de papiers, il y a beaucoup de contraintes. Et finalement, on perd parfois un petit peu le sens du contact avec le client, parce qu'on est tous un peu noyés dans cette complexité-là. Donc, l'idée, c'est de dire il faut absolument qu'on révolutionne, qu'on enlève tout le papier, qu'on redonne des interfaces à nos clients finaux pour se moderniser, tout simplement, et être un acteur du digital, au même titre que d'autres secteurs d'activité ont pu se transformer. Et donc, en fait, vous avez identifié le digital comme un moyen de reprendre contact avec vos clients, alors là même que l'immobilier, l'image d'Épinal qu'on en a, c'est justement des échanges entre des gens qui visitent des appartements, qui vont chez le notaire, qui négocient un crédit, qui ensuite signent ou nous la vente d'un appartement. Là, le digital permettait de remettre du contact là où il n'y en avait plus, c'est ce que vous constatiez? Ce qui est important finalement, c'est de libérer du temps. Enfin, il y a deux choses importantes. Il y a le digital pour nos clients directement, on va leur fournir un certain nombre d'outils, on y reviendra tout à l'heure sur certains exemples. Et puis il y a le digital pour nos collaborateurs Foncia, qui va permettre donc Emeria, et qui vont permettre aux collaborateurs de dégager beaucoup plus de temps pour aller faire des visites d'immeubles, donc pour aller sur le terrain, pour aller accompagner sur le terrain les projets de tous nos clients, sur aller aux assemblées générales, sur rencontrer les conseils syndicaux beaucoup plus souvent, donc être vraiment dans une interaction forte et moins effectivement sur un travail de back-office, qui est un peu la tradition dans l'immobilier. Alors ça, c'est le constat. Vous vous dites, bon, effectivement, il faut évoluer sur ces sujets-là. Comment ensuite on définit des grands axes, toujours en interne, pour faire en sorte que l'activité continue à fonctionner, mais qu'en même temps, on s'adapte aux nouveaux usages et aux nouvelles attentes finalement de ceux qui viennent ou acheter un appartement, ou louer une maison ou un appartement, ou juste parce qu'il y a plusieurs activités au sein de Foncia, et là où vous êtes concentré, c'est notamment sur l'activité syndic ou l'activité gestion locative. Donc comment est-ce qu'on définit ensuite des grands axes d'amélioration, de transformation, tout en maintenant l'activité courante ?
Effectivement, alors c'est déjà pour ça qu'en fait on a créé une filiale qui est Emeria Technologies. Donc la première volonté, c'est de dire on a une filiale qui est un peu finalement, qui n'est pas dans la contrainte du quotidien du groupe et qui n'est pas effectivement dans le quotidien de l'informatique. On est un peu la start-up finalement qui peut travailler et créer des solutions à côté. Donc le plan de transformation, il se focalise en effet sur ces 2 métiers, donc gestion locative et syndic de copropriété. Donc il faut une continuité de service en fait en permanence. Donc on a un plan de déploiement qui est progressif. On se dit il faut aussi qu'on donne le temps à nos clients de capter ces nouveaux usages. On a aussi des clients de différentes générations, de différentes régions, donc on ne peut pas aller trop vite non plus. Donc on commence finalement par certaines fonctionnalités, c'est plutôt facultatif. On peut ou pas notamment utiliser l'extranet client qu'on met à disposition sur smartphone. Il n'est pas obligatoire, c'est ça qu'il faut comprendre. On accompagne les nouveaux usages digitaux. Tout, effectivement, on propose des nouveaux services et puis on voit si ça fonctionne, Absolument. si ça prend ou pas. Parce que peut-être que certains clients préfèrent le papier finalement, c'est ça? C'est probablement le cas. Donc l'idée c'est d'expérimenter, d'aller à un rythme effectivement qui puisse satisfaire ces différents types de populations et d'usages. Donc je crois qu'il ne faut jamais être brutal. C'est pour ça que le mot révolution est un peu fort, le mot transformation est plus juste. On y va sur une trajectoire où on teste. Parfois ça peut arriver de faire demi-tour. Ce qui est sûr, c'est que la détermination est quand même de dire un jour ou l'autre, zéro papier, des échanges beaucoup plus digitaux, mais encore une fois pour gagner du temps. C'est certainement pas pour priver le contact humain, c'est pour valoriser le contact humain sur la valeur ajoutée. Et alors, c'est quoi l'enjeu? C'est plus de temps ou la main donnée finalement à celui qui achète son appartement ou sa maison? Parce que ce qu'on voit souvent, c'est effectivement des interfaces en ligne. Et d'ailleurs, il y a plein de nouveaux acteurs qui arrivent sur le marché des syndics, notamment avec des interfaces en ligne. On en dira un mot. Mais où on voit que c'est finalement celui qui est propriétaire, qui va faire les démarches lui-même. C'est ça le sens de l'histoire dans l'immobilier? C'est plus de la main redonnée finalement au propriétaire ou au locataire? Non, pas forcément. Je dirais que c'est la main redonnée, c'est simplifier les processus. D'accord. Donc quand on dit, par exemple, il faut constituer des gros dossiers papier quand on est locataire notamment, parce bien sûr, oui, aussi on nous demande beaucoup de documents, les bailleurs, pour l'ensemble, c'est de dire on peut très facilement les envoyer par mail ou échanger des pièces dématérialisées. Si certains locataires veulent finalement dans des zones très tendues, vous savez, il y a un peu une compétition dans la recherche d'un logement parfois. Donc, c'est faciliter la vie, éviter les visites parfois quand on le peut, proposer de trouver des biens directement en ligne. Ça peut correspondre à une certaine frange de la population. Donc là, on parle de visite virtuelle pour le coup. On se déplace plus et on visite devant son écran. Absolument. On constitue le dossier, tout ça de manière dématérialisée. Et puis il y a quand même un jour où on prend les clés de l'appartement. Bien sûr. Et là, pour le coup, on y habite réellement. On n'y habite pas virtuellement pour le coup. Voilà, absolument. Mais sinon, c'est pas de redonner finalement des choses à faire à nos clients, c'est plutôt de simplifier toutes ces procédures, encore une fois, qui sont très pesantes, très lourdes. D'accord. Ça reste un métier très juridique, très réglementé, mais il y a quand même moyen de simplifier ça et d'accompagner nos clients au mieux dans ces démarches. Alors là, donc, vous avez pris l'exemple de la gestion locative. Donc effectivement, il y a ce sujet visite virtuelle qui monte pas mal. On a vu avec la pandémie que de plus en plus de gens voulaient visiter à distance. Il y a quand même une question qu'on se pose, c'est là, il y a effectivement 2 ans où on avait des contraintes qui nous permettaient pas forcément de nous déplacer pour aller visiter un appartement dans une autre ville. Il pouvait y avoir des craintes vis-à-vis du coup de certaines contagions. Est-ce que la visite virtuelle pour vous est épisodique et liée à cette situation actuelle ou un sujet de fond, une tendance de fond qui se développe chez les investisseurs ou les gens qui veulent acheter un appartement ou une maison? Alors, je pense que le Covid a été, quelque part, au moins pour ça, un accélérateur. Et je pense en revanche que c'est vraiment un phénomène de fond. En tout cas, à mon avis, on va vraiment vers ce type de choses. Peut-être pas pour tout le monde, peut-être pas partout. Encore une fois, je pense qu'il faut rester souple dans les usages, se dire on peut avoir un canal, finalement un nouveau canal moderne, digitalisé, pour avoir ce type d'acte de gestion de location. Il faut, pour moi, pas généraliser, mais je suis persuadé que c'est une lame de fond. Je suis persuadé que la plupart des jeunes générations et des nouveaux usages sont quand même très différents de ce qu'on a vu dans les générations précédentes. Il faut absolument s'inscrire dans cette... Parce que ça surprend un peu comme nouveau mode d'acceptation finalement. Alors après, il y a l'achat et la location. On se dit que c'est peut-être plus simple en location puisque l'engagement est moins contraignant. Vous voyez, vous par exemple, vous, comme on parle de gestion locative, vous voyez sur la location que c'est, on peut visiter en ligne et dire oui à un engagement de location sans même avoir mis un pied dans l'appartement? Oui, on peut le faire. Après, c'est sûr que ce n'est pas du tout les mêmes actes. Vous savez, quand vous prenez sur une plateforme de gestion de location pour un week-end, vous ne visitez pas avant. Donc la location, ce n'est pas non plus un engagement de même durée
pour un achat, je ne sais pas, ça existera certainement un jour, mais je me projette moins facilement dans un achat qui est quand même un acte fort dans la vie. Et là, je pense qu'aujourd'hui, je ne suis pas persuadé qu'il y ait une demande, en tout cas immédiate. Ça arrivera peut-être un jour. Mais sur la gestion locative, pour le coup, on se rend compte que ça arrive et qu'il y a un usage. Donc on se posait la question des grands axes d'évolution. Si je reviens sur l'activité syndic de copropriété, là, c'est quoi le principal besoin? C'est que ça aille plus vite, en fait, c'est ça? Que ce soit plus transparent? C'est un reproche qui est très souvent fait aux syndics, et notamment par les néo-syndics qu'on voit fleurir un peu partout. C'est le manque de transparence. Il est là, le sujet? Alors, je pense qu'il y a un sujet sur la transparence de l'information, disposer en permanence de l'information sur la copropriété, pouvoir, par des interfaces simples, donc une app mobile, donner l'état des lieux sur l'avancement des travaux, sur les demandes de réparation qui ont pu être faites dans l'immeuble, sur les charges de copropriété. Donc c'est aussi de la réactivité, c'est se dire on est beaucoup plus disponible par rapport aux copropriétaires ou aux locataires d'ailleurs qui habitent dans l'immeuble. On a vraiment finalement une notion de service. On passe vraiment à une vraie volonté d'avoir une notion de service à nos utilisateurs. Et ça, c'est quelque chose qui est une réelle évolution, je pense, dans le métier de l'immobilier. Après, c'est sûr que... Alors, un mot quand même, parce que vous parliez des néo-syndics. Oui, bien sûr. Donc là, le néo-syndic, en un mot, c'est effectivement plusieurs startups qui proposent des services, en fait, qui proposent aux copropriétés de gérer elles-mêmes finalement un certain nombre de changements de chaudière ou autres sans avoir à passer par leur syndic traditionnel. Nous, on ne croit pas tout à fait à ça parce qu'on pense que le syndic traditionnel, il a une valeur ajoutée qui est immense dans la mesure où c'est un métier, encore une fois, qui est très complexe, notamment en termes de comptabilité, en termes de réglementation. Après, il y a la responsabilité aussi de l'entretien. Il y a éventuellement la gestion des conflits qui peut avoir lieu dans une copropriété. Une copropriété, ça vit. C'est un organisme vivant et compliqué. Je pense que les outils digitaux sont extrêmement importants pour faciliter la vie de la copropriété, mais ne peuvent pas complètement se substituer. Et quand on donne des outils digitaux pour des copropriétaires, la responsabilité finalement et la charge est centré sur les copropriétaires. Or, copropriétaire, c'est pas un métier. Syndic, c'est un métier. Et c'est un métier très spécialisé. Et nous, on croit vraiment que les syndics traditionnels ont besoin effectivement de faire cette transformation digitale. Nous, on a mené un peu cette bataille, mais ont une existence extrêmement importante. Merci beaucoup, Franck Chartier. Je rappelle que vous êtes le président d'Emeria Technologies, donc qui gère la transformation digitale, si je ne dis pas de bêtises, d'Emeria, anciennement le groupe Foncia. Merci d'avoir été avec nous en plateau. Merci et quant beaucoup. à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et on enchaîne à présent avec Enjeu Patrimoine, où nous allons nous intéresser au coût de votre crédit immobilier avec deux professionnels du secteur. Nous évoquerons ici également l'impact que peut avoir le remboursement anticipé de ce crédit sur son coût, justement. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Bertrand Cozzarolo, directeur commercial et marketing de la banque de détail en France chez Société Générale. Bonjour Bertrand Cozzarolo. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine et avec vous également pour évoquer ce crédit et ce coût du crédit, Sandrine Alonier, directrice des études de Vous Financer. Bonjour Sandrine Alonier. Bonjour. Alors, emprunter de l'argent, ça n'est pas gratuit. La question ici est de savoir combien ça coûte réellement. Déjà, on peut se tourner vers vous, Bertrand Cozzarolo, et se demander quelles sont, si on devait décomposer finalement les composantes du coût du crédit immobilier, qu'est-ce qu'il faudrait prendre en compte? Enfin, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte d'ailleurs? Ce qu'il faut prendre en compte, c'est d'une part le taux d'intérêt. D'accord. Ensuite, il y a le coût de l'assurance. D'accord. Il y a des frais de dossier qui sont prélevés par la banque. Et puis, il y a le coût du cautionnement, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de garantie qui est prélevée et qui est en partie restituée à la fin du crédit. Donc, typiquement, pour un crédit, mettons sur 15 ans, de 150 000 euros pour un jeune ménage, le coût du crédit va être à peu près de 20 000 euros. D'accord. Et on peut faire un pourcentage entre la somme empruntée et le coût du crédit, ou ça va évoluer selon la somme qu'on va prendre, qu'on va emprunter? Typiquement, si vous prenez aujourd'hui, on va dire les taux d'intérêt, c'est autour de 1% selon la maturité, mais à peu près, donc ça c'est les intérêts. Donc, dans mon exemple, sur 150 000 euros, les intérêts empruntés sur 15 ans, les intérêts vont être à près de 12 000 euros. D'accord. Donc, c'est à peu près 1%. Et après, il y a l'assurance. Donc, l'assurance, selon l'âge notamment. Donc là, on parle d'assurance emprunteur. D'assurance emprunteur. L'assurance va représenter entre 0,5 à peu près et 1% du coût du crédit, en fonction notamment de l'âge des emprunteurs. Et après, il y a les deux autres notions sont plutôt fixes, globalement. Enfin, en tout cas, autour de 1 000 euros, généralement. Entre 800 000 euros, un peu plus, ça dépend des établissements. Et puis après, il y a le coût, effectivement, de la caution, donc Crédit Logement, par exemple. Il y a d'autres organismes de cautionnement qui existent.
Et là, ça va dépendre pour le coup, notamment de la durée, du montant du crédit. Et alors, la caution, si je ne dis pas de bêtises, c'est le fait que la banque elle-même se protège du non-remboursement du crédit et donc en fait souscrive une assurance. Et là, c'est financé par celui qui souscrit le crédit pour le coup. Exactement, voilà, avec donc à peu près un tiers de ce montant-là qui est normalement restitué à l'emprunteur à l'issue du crédit. Sandrine Alonier, Bertrand Cozzarolo a évoqué les taux, on va en reparler. C'est souvent la première chose qu'on regarde quand on veut souscrire un crédit immobilier. Est-ce qu'on a conscience que le coût du crédit, ça n'est pas simplement les 1 ou 1,5% qu'on pourrait voir affichés quand on fait la chasse au taux le moins cher, finalement, quand on cherche son crédit immobilier? Parce que finalement, l'impact du taux du crédit, il est vraiment pas énorme. Là, déjà, on l'a vu, c'est à peu près 10 ou 12% du montant emprunté. Mais ce coût du crédit, il a été divisé par 4 en seulement 10 ans. D'accord. On a oublié qu'en 2012, on empruntait à 4%. Là, on n'est plus qu'à 1%. Donc, avant, quand on empruntait 150 000 €, eh bien, on devait en rembourser quasiment 200. Alors que là, on va devoir en rembourser 165, 170 000. D'accord. Donc, c'est finalement, aujourd'hui, vous l'avez dit, je vous contredis un peu, mais aujourd'hui, emprunter, ça ne coûte presque plus rien. D'accord. Et souvent, en plus, le coût du crédit va pouvoir être couvert par une éventuelle plus-value. Et finalement, la recherche du taux, vous avez complètement raison, c'est que c'est pas les 0,10 qui vont changer. On peut très bien avoir un taux plus bas de l'ordre de 0,10. Ça va faire peut-être même pas 10 € de moins par mois. Mais en revanche, on aura une assurance plus chère. On pourra pas choisir la caution ou le système d'hypothèque qui nous intéresse. Et puis, on pourra avoir des frais de dossier qui peuvent aller jusqu'à 1% du montant du crédit. Donc, il faut vraiment regarder dans l'ensemble. Et puis, au-delà du taux, ce qui va permettre de jouer aussi sur le coût du crédit, ça va être la possibilité de rembourser par anticipation, oui, on va en parler. suspendre ses mensualités ou pas. Donc, un crédit, c'est pas seulement un taux, c'est vraiment un produit proposé par la banque. Et les offres, là aussi, sont différentes. Il n'y a pas qu'un crédit, il y a un crédit par banque. Donc, ce que vous nous dites, c'est qu'effectivement, il faut regarder toutes les composantes. Mais au global, vous constatez quand même que emprunter aujourd'hui coûte moins cher ou vous parliez juste du taux là dans votre exemple? Globalement, en tout cas, les taux ont beaucoup baissé. C'est vrai que les frais de dossier ont plutôt eu tendance à augmenter. D'accord. Et au niveau de la caution, c'est plutôt stable. Mais aujourd'hui, voilà, emprunter, ça ne coûte presque plus rien. Quand vous remboursez, par exemple, 1 000 € par mois de mensualité, eh bien, vous amortissez au moins 800 € de capital. Ça dépend évidemment de la durée du crédit, mais il n'y a que 200 € par mois qui sont des intérêts. Donc finalement, c'est de l'épargne forcée à moindre coût. Bertrand Cozzarolo, vous voulez réagir peut-être au sujet des frais de dossier ou... Alors, c'est surtout, ce qui est vrai, c'est que la capacité d'accession à la propriété n'a jamais été aussi importante, notamment grâce au taux d'intérêt extrêmement bas, et puis aussi à l'allongement, accessoirement des durées de crédit. Aujourd'hui, en moyenne, dans les crédits, c'est sur 20 ans. D'accord. Donc, sachant qu'on ne peut pas aller au-delà de 25 ans Exactement. Et 27 ans si on achète sur plan, c'est ça? Exactement. Voilà. Donc, il y a un bon accès au crédit. Après, voilà, il y a différentes composantes. Les banques faisant prendre un peu moins de marge sur les taux, on cherchait à prendre un peu plus de frais de dossier. Bon. Et alors, si on veut, mettons qu'on emprunte sur 25 ans. Bon, très bien, ça veut dire qu'on emprunte en début de vie professionnelle ou personnelle. La vie peut évoluer, on peut chercher plus grand. Ça veut dire que là, on aimerait pouvoir rembourser en anticipation pour aller acheter ailleurs ou souscrire un autre crédit. Ça, c'est possible dans tous les cas ou il faut le prévoir au départ? Alors, c'est possible. Personne n'est tenu parce qu'il y a les événements de la vie qui font qu'on peut déménager. Un certain nombre de couples se séparent, s'agrandissent. La famille s'agrandit. Donc, en moyenne, un crédit immobilier, l'essentiel de la production, c'est à 15 ans, 20 ans ou 25 ans. Et en réalité, les crédits s'arrêtent au bout de 7 à 10 ans. Parce que voilà, il y a des changements de situation personnelle qui font que ça ne va pas au bout. Donc, je dirais, il y a vraiment un gap entre, si vous voulez, la durée officielle ou la maturité officielle du crédit et sa durée réelle. Et donc, effectivement, à l'occasion de de la fin prématurée en quelque sorte du crédit, de ce remboursement anticipé, les banques prélèvent en fait une indemnité de remboursement anticipé qui elle-même peut être calculée de différentes manières. C'est typiquement soit c'est calculé sur le capital restant dû. Donc vous avez emprunté 150, il vous reste 100. Et donc, on va dire 100 à rembourser pour le coup. 100 rembourser, il vous reste, vous allez rembourser 1, 2, 3, enfin que sais-je, X% du capital restant dû.
soit ça peut... D'accord, donc on n'est pas tenu de rembourser l'intégralité du coût du crédit en plus du capital. Non, c'est généralement une fraction. Alors, si vous étiez une entreprise, il y a des calculs qu'on appelle de SOULT. Donc là, si vous empruntez des dizaines de millions d'euros sur 25 ans et que vous remboursez au bout de 2 ans, là, il y a un calcul extrêmement précis qui est fait et qui peut d'ailleurs être très cher. Si vous avez emprunté à 5% et qu'au moment où vous remboursez, les taux sont à 1, les SOULT, ce qu'on appelle la SOULT, qui représente le différentiel entre 5% et 1%, peut être considérable. S'agissant des particuliers, en fait, les banques sont assez généreuses dans la façon dont elles opèrent et le montant qui est facturé est en fait une fraction assez minime du coût qu'elles supportent elles-mêmes. D'accord, donc on ne rembourse pas l'intégralité du coût du crédit. Non. Bon, après, là, on ne parle pas de renégociation de crédit immobilier dans votre exemple de 5 à 1%. Et je rebondis sur ce que vous nous disiez, Sandrine Alonier, c'est la possibilité de suspendre des mensualités. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut anticiper au départ. Ça veut dire qu'on peut, en fonction de certains critères, dire là, j'aimerais ne pas rembourser, par exemple, pendant X mois ou X années mon crédit immobilier. Tout à fait, oui. C'est vraiment au début, au moment où on va souscrire le crédit, qu'il va falloir regarder les options et ce qu'il est possible de faire ou pas. On peut, dans certaines banques, suspendre son crédit pendant 12 mensualités maximum, soit en 1 fois, soit en 3 fois, soit en 12 fois. Donc ça, c'est complètement possible et sans avoir besoin de le justifier. Donc ça veut dire qu'on peut faire 3 mois, puis ensuite plus tard, voilà, 3 mois. Exactement, jusqu'à 12 mois. Donc ça, certaines banques l'accordent, mais pas toutes. En revanche, la plupart des banques permettent de moduler ces mensualités, soit de rembourser plus vite, on peut augmenter la mensualité jusqu'à 10 ou 30%, soit à l'inverse, si on a des difficultés, on peut baisser cette mensualité. Et là, ça a un impact sur le coût du crédit, pour le coup ? Oui, tout à fait. Ça a pas mal été utilisé pendant le Covid, avec les gens qui avaient beaucoup de difficultés à rembourser, parce que ils n'avaient plus de revenus. Et là, les banques ont vraiment bien joué le jeu et se sont adaptées, en effet, et ont même accordé des largesses au-delà de ce qui était indiqué dans l'offre de prêt. Tout est indiqué. Et c'est vrai que si vous augmentez votre mensualité, vous allez rembourser plus vite, donc baisser le coût du crédit. Et à l'inverse, c'est vrai que si vous suspendez les mensualités, ça va générer des intérêts supplémentaires à la fin. Et ça permet vraiment de faire face à une difficulté. Mais je dirais qu'aujourd'hui, à ce niveau de taux-là, ce n'est pas vraiment un enjeu. Pour revenir sur les pénalités de remboursement anticipé, si vous avez un crédit à 1,40 et que vous remboursez par anticipation 50 000 euros dans les 3 premières années du crédit, eh bien, ça va vous coûter 370 euros. C'est vraiment rien, puisque c'est en montant des intérêts. Donc ça peut se négocier au début, au moment de la souscription d'un crédit. On peut négocier l'absence de pénalité de remboursement anticipé en cas de revente, par exemple, au-delà de 7 ans, ça c'est assez facile. Et sinon, si on a des rentrées d'argent, des héritages aussi, attention, la banque peut exiger que vous remboursiez 10% minimum du capital restant dû. Vous ne pouvez pas dire, j'ai une prime de 1 000 euros, bam, je les mets dans mon crédit. Oui, d'accord. Voilà. On ne peut pas faire des 50 remboursements anticipés, il faut que ce soit quand même des grosses sommes. Il va falloir tout recalculer à chaque fois le tableau d'amortissement. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une assez bonne flexibilité de la part des banques sur ces points-là. Alors, toujours sur le sujet du coût du crédit, donc on a parlé du taux, on va en parler, voir s'il remonte ou non en fin d'émission. Justement, il y a le sujet de l'assurance emprunteur. Alors, Bertrand Cozzarolo, c'est un sujet d'actualité pour le coup en ce moment. L'Assemblée nationale et notamment Patricia Lemoine a proposé de pouvoir un projet de loi qui permettait de pouvoir changer d'assurance emprunteur à tout moment. Ça a été validé par l'Assemblée nationale, finalement retoqué par le Sénat. On est encore en discussion actuellement pour savoir, nous on est en attente, mais les députés et les sénateurs sont en discussion pour savoir si finalement ce sera possible ou non. Il y avait déjà la possibilité de changer donc d'assurance emprunteur à chaque date anniversaire ou durant la première année. Là, on voit que le sujet de pouvoir changer d'assurance emprunteur à tout moment fait beaucoup débat. On ne va pas rentrer dans les sujets politiques, mais pourquoi est-ce que ça soulève autant de questions, le fait de pouvoir ou non changer d'assurance emprunteur à tout moment ? Alors, vous l'avez rappelé déjà, je crois que ce qui est important de dire à ceux qui nous écoutent, c'est qu'on peut déjà pendant toute la première année changer quand on veut et ensuite à la date anniversaire. Donc, je dirais, les possibilités de changer d'assurance, elles existent déjà de manière très large. Après, je crois que les débats, si vous voulez, et si on prend un tout petit peu de recul, et il y a en parallèle d'autres discussions autour, par exemple, des questionnaires de santé. Oui, bien sûr, effectivement. Et c'est des 2 discussions qui sont en parallèle, qui sont assez intéressantes. Le sujet qu'il y a derrière, globalement, c'est de dire, est-ce qu'on va aller dans un système où la prime que paye chacun est très individualisée en fonction de son risque, et globalement, c'est un système qui va plutôt favoriser les jeunes emprunteurs en bonne santé, qui ont éventuellement un intérêt à aller chercher d'autres assurances. Ou est-ce qu'on va aller dans un système plus mutualisé
et qui va se faire plutôt en faveur des plus âgés et de ceux qui peuvent être atteints de pathologies. C'est ça un peu les termes du débat et c'est ça qui provoque notamment Alors une ça, partie c'est des sur discussions. les questionnaires de santé. Il y a aussi le sujet du manque d'informations données potentiellement aux dates anniversaires, ce qui fait que ça permettrait de garder captifs finalement ceux qui ont pris l'assurance emprunteur au départ. Voilà, donc ça fait partie des éléments qui sont discutés. Il se trouve que l'information autour de la possibilité de changer, je pense qu'elle est assez largement répandue. Chaque parti qui a intérêt y veille. Mais c'est vrai qu'il est possible que dans le cadre du projet de loi qui est examiné, il y ait l'obligation qui soit faite de rappeler cette possibilité annuellement. Je crois que on informe déjà nos clients de beaucoup de sujets, donc ça pourrait être un élément effectivement d'information utile pour chacun. Sandrine Alonier, sur ce sujet de l'assurance emprunteur aussi, vous suivez ça de près également, j'imagine, oui, pour le coup. Oui, mais c'est vrai que derrière, il y a un autre sujet, c'est que certains ont payé quand même assez cher leur assurance, mais après, c'est normal, les taux ont énormément baissé, on l'a dit, donc il y a des marges qui ont été un peu plus fortes sur l'assurance, et l'assurance peut représenter parfois un montant total supérieur au montant des intérêts dont on parlait tout à l'heure. D'accord. Donc ça représente quand même un coût non négligeable. Et l'idée, c'était de redonner du pouvoir d'achat aux Français en leur permettant de renégocier leur assurance et de dégager peut-être 50 ou 60 euros par mois. Mais il ne faut pas non plus que ça remette en cause l'ensemble du système. On n'est pas dans un produit classique, on est dans un produit d'assurance avec une mutualisation. Donc voilà, le sujet était là-dessus. Après, si les gens sont mieux informés et surtout si le questionnaire médical est supprimé pour des prêts de, il me semble, moins de 350 000 euros, ce qui est quand même la majorité des crédits, et remboursé avant 65 ans, ça va aussi déjà, ça va donner beaucoup plus de liberté et permettre à des gens qui aujourd'hui ne peuvent pas emprunter de le faire. Voilà, donc ça c'est quand même le point positif. Donc à suivre pour le reste, mais globalement, voilà, le marché n'est pas si entre avec ça. Alors, on ne va pas rentrer dans le calcul de l'assurance emprunteur là parce qu'on n'aura pas le temps. Juste pour bien comprendre, Bertrand Cozzarolo, est-ce que ça veut dire, ou Sandrine Alonier d'ailleurs, est-ce que ça veut dire que si les taux remontent, mécaniquement l'assurance emprunteur pourrait venir à baisser parce que du coup le business, enfin le modèle de calcul resterait rentable entre guillemets, c'est-à-dire qu'il faut tout le monde y trouve son compte à la fin ou... Il n'y a pas vraiment de lien entre l'assurance emprunteur et le niveau des taux. Enfin, c'est deux sujets. Après, c'est des sujets de politique commerciale où chacun peut se positionner et tarifer comme il le souhaite ses crédits ou son assurance emprunteur. Mais normalement, je dirais ce qui va driver la tarification de l'assurance emprunteur, c'est quand même des considérations autour de l'âge, typiquement des emprunteurs, et de leur état de santé dans un deuxième temps, on va dire. Les taux d'intérêt, eux, se fondent sur le coût de l'argent, et le coût de l'argent, effectivement, est en train de remonter. Et alors, justement, il nous reste une minute rapidement, Bertrand Cozzarolo. Vous avez commencé à remonter vos taux en crédit immobilier chez Société Générale ou pas encore ? Pas encore, mais on observe effectivement le coût de la ressource, le coût de l'argent est en train de monter de manière importante. On le voit, l'État emprunte de plus en plus cher. Les taux ont monté d'un quart de point en janvier. Donc, je pense que l'ensemble des acteurs du marché va devoir s'y mettre parce que, sauf à passer en marge négative, ce que personne ne Sandrine Alonier, même question sur les taux. Il y a eu les premières hausses de taux de l'ordre de 0,10, donc 10 centimes, c'est finalement très peu pour l'instant. Et s'il y a une remontée, elle va rester progressive, puisque les banques veulent prêter, elles ont des objectifs de production élevés, donc elles vont tout faire pour contenir la hausse. Et même s'il y a une hausse de taux d'un quart de point, sur un crédit de 200 000 euros, c'est 22 euros de plus par mois sur 20 ans. Donc, ce n'est pas de nature à déstabiliser le marché. Au contraire, ça va peut-être accélérer un peu les projets des attentistes qui attendent que les prix baissent et que les taux surtout ne remontent pas. Donc, voilà. Donc, il faut bien, en effet, qu'on ne peut pas rester sur des taux historiquement bas. S'il y a une remontée, elle ne sera pas énorme tout de suite. D'accord. Donc, elle sera progressive en tout cas. Merci beaucoup Sandrine Alonier, directrice des études de Vous Financer. Merci également Bertrand Cozzarolo, directeur commercial et marketing de la banque de détail en France chez Société Générale. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain à 13h pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.